Ils ont jeté la fillette de 10 ans dans la tanière des loups par 32 degrés sous zéro. Les pieds nus de Sarah Miller laissaient des traces de sang dans la neige. Ses mains étaient liées derrière son dos, sa bouche bâillonnée. 47 personnes se tenaient devant l'entrée de la grotte, des torches crépitant dans le vent arctique, attendant. Marcus Thorne affichait ce sourire terrible, celui qui faisait détourner le regard aux hommes. « Dieu jugera la voleuse », murmura-t-il. Dans l'obscurité, quelque chose bougea. Une respiration lourde, l'odeur de la fourrure sauvage, puis des yeux jaunes brillants comme des étoiles mourantes. La foule retint son souffle, attendant les cris, mais il n'y eut que le silence. Fantôme, la louve alpha sortit de l'ombre. 8 ans, pelage blanc argenté, une cicatrice sur l'épaule. Tout le monde savait ce qui allait suivre. Les loups tuent, c'est ce qu'ils font. La bête s'approcha de l'enfant tremblante, et ce qui se passa ensuite fit tomber tout le monde dans le silence. Laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons l'histoire. 3 ans avant cette nuit glaciale, Sarah Miller avait été une enfant différente. Elle riait alors. Sa mère, Emma Miller, lui tressait les cheveux chaque matin dans leur petite cabane, chantant de vieux hymnes pendant que le poêle à bois crépitait. Emma travaillait comme comptable de la communauté, tenant des registres méticuleux dans des livres reliés en cuir. Elle était la seule veuve que Marcus Thorne autorisait à détenir une telle responsabilité. Les Derniers Purs, c'est ainsi qu'ils s'appelaient, 47 âmes vivant dans les montagnes Brooks Range en Alaska, à 180 km de la ville la plus proche. Pas d'électricité, pas d'Internet, aucune connexion avec le monde extérieur corrompu. Marcus avait fondé la communauté 20 ans plus tôt, après la mort de sa femme, lorsqu'il avait décidé que la société moderne avait abandonné le véritable chemin de Dieu. Les gens venaient à lui brisés, désespérés, en quête de sens. Il leur offrait des règles, une structure, un but et une obéissance absolue. Marcus Thorne se comportait comme un prophète de l'Ancien Testament, cheveux argentés, yeux bleus perçants, une voix qui pouvait murmurer des menaces plus terrifiantes que n'importe quel cri. Il citait les Écritures avant chaque repas, chaque punition, chaque décision. « La volonté du Seigneur est ma volonté », disait-il en caressant sa longue barbe. « Et ma volonté est absolue. » La communauté ne le questionnait jamais. Ceux qui le faisaient disparaissaient discrètement dans les bois, dans la terre. La mère de Sarah avait été différente. Emma posait des questions. Elle remarquait des incohérences dans les registres financiers, des milliers de dollars de dons qui n'atteignaient jamais les coffres de la communauté. Elle trouva des noms barrés à l'encre rouge dans le journal privé de Marcus. 7 noms, dont 6 étaient déjà morts d'accident ou de maladie. Quand Emma confronta Marcus il y a 2 ans, elle devint le 7e nom. Ils dirent que c'était une pneumonie, une fièvre hivernale qui l'avait emporté en 3 jours. Mais Sarah avait vu le thé que Marcus livrait personnellement chaque soir, avait vu les mains de sa mère trembler, ses lèvres devenir bleues. À 8 ans, Sarah comprenait ce que les adultes refusaient de voir. Après la mort d'Emma, Sarah devint invisible, une orpheline sans valeur. Elle nettoyait les sols, transportait l'eau et les restes. Elle apprit à rester silencieuse, à se faire petite, mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer, de remarquer les mêmes schémas que sa mère avait vus dans les montagnes. Fantôme avait sa propre histoire de survie. La louve alpha avait vécu 8 hivers, un âge vénérable pour une louve. Son pelage était devenu blanc argenté avec l'âge, son corps marqué par une longue cicatrice sur l'épaule gauche, un souvenir de la nuit où les chasseurs étaient venus. La nuit où ils avaient tué son compagnon, Ombre, et volé 2 de ses louveteaux. La nuit où la carabine de Marcus Thorne avait déchiré sa chair et où elle était tombée dans la neige, laissée pour morte. Mais Fantôme avait survécu. Elle survivait toujours. Maintenant, elle menait une petite meute de 4 jeunes louveteaux, leur apprenant à chasser, à se cacher, à ne jamais faire confiance aux créatures à 2 pattes qui n'apportaient que la mort.
toutes deux femelles, toutes deux survivantes, toutes deux marquées par la cruauté de Marcus Thorne. Leurs chemins s'étaient croisés une fois auparavant, il y a 3 hivers, dans un moment de miséricorde inattendu qu'aucune d'elles ne pouvait oublier. Le piège avait été tendu 2 mois avant que Sarah ne se retrouve dans cette grotte gelée. Cela commença un après-midi ordinaire, lorsque Sarah fut chargée de nettoyer le bureau de Marcus. Elle se déplaçait silencieusement, époussetant les étagères de textes religieux et de vieilles photographies. Marcus était sorti pour diriger une session de prière l'après-midi. La pièce sentait le tabac à pipe et le vieux cuir. C'est alors qu'elle vit le grand livre en cuir à moitié caché sous une pile de papier, du même type que ceux que sa mère utilisait. Les mains de Sarah tremblèrent en l'ouvrant. Des colonnes de chiffres, des registres de dons, mais les montants ne correspondaient pas à ceux que Marcus annonçait lors des réunions communautaires. Des milliers de dollars manquants, redirigés, volés. Elle feuilleta les pages, le cœur battant à tout rompre. Vers la fin, elle trouva quelque chose de pire, une liste manuscrite. 7 noms écrits de la main méticuleuse de Marcus. 6 étaient barrés d'épaisses lignes rouges. Le dernier nom, non barré, lui glaça le sang. Le nom de sa mère, Emma Miller, avec une date à côté, la semaine de sa mort. Sarah entendit des pas dans le couloir. Elle referma rapidement le grand livre, le remit à sa place, les mains tremblantes, mais pas assez soigneusement. Les papiers n'étaient pas empilés de la même manière. Marcus entra. Ses yeux allèrent immédiatement à son bureau, au papier légèrement déplacé, puis au visage de Sarah, trop pâle, trop effrayé. Il ne dit rien, se contenta de sourire, ce sourire terrible. Sarah s'enfuit de la pièce. Pendant 2 mois, elle attendit. Marcus la surveillait constamment, son regard la suivant à travers le campement. Elle savait qu'il tramait quelque chose. Elle ne savait juste pas quoi. La réponse vint un soir de décembre glacial. Marcus avait délibérément laissé 2 pains frais dans l'abri de stockage non verrouillé. Inhabituel, tentant. Tommy Whitmore, 6 ans, le fils de Rebecca, avait pleuré de faim toute la journée. Sa mère, Rebecca, travaillait dans les cuisines, mais il lui était interdit de prendre de la nourriture supplémentaire. Les règles de Marcus étaient absolues. Sarah trouva Tommy près de l'abri, des larmes gelées sur ses joues. Le petit garçon montra le pain à travers la fenêtre. « J'ai tellement faim, murmura-t-il. Sarah savait que c'était mal, connaissait les règles. Mais l'enfant mourait de faim. Elle cassa le cadenas, prit un pain et le tendit à Tommy. « Mange vite, cache les preuves. » Tommy avait à peine pris 2 bouchées lorsque Marcus apparut de l'ombre, comme s'il avait attendu. Derrière lui se tenaient 5 anciens témoins du crime. « Voleuse, dit Marcus doucement. Tout comme ta mère. » En moins d'1 heure, toute la communauté fut convoquée. La salle de réunion était une grande structure en bois au centre du campement. 47 personnes étaient assises en cercle sur des bancs grossièrement taillés. Un feu brûlait dans le foyer central, projetant des ombres dansantes sur des visages que Sarah connaissait depuis toujours. Ces gens avaient pleuré avec elle quand sa mère était morte. Avaient-ils connu la vérité? Avaient-ils choisi de ne pas voir? Marcus se tenait au centre, le pain à moitié mangé de Tommy tenu en l'air comme preuve d'un meurtre. « Voler est un péché, commença-t-il, sa voix portant jusqu'à chaque coin. Mentir est un péché, la trahison est la mort. » Il se tourna vers Sarah, agenouillée sur le sol froid, les mains déjà liées. « Qu'as-tu à dire? »« Je n'ai pas volé, » sanglota Sarah. Tommy avait faim. « J'étais juste... » Silence. La voix de Marcus resta calme, ce qui la rendit plus terrifiante. Le pain a été compté. Le cadenas a été cassé. Tu as été vu. Tous des mensonges. Mais qui le contredirait? Il produisit un bol d'eau en bois, marcha vers Sarah. Elle avait tellement soif, on ne lui avait rien donné depuis le matin. Marcus le tint juste hors de sa portée. « Confesse et tu pourras boire. »
Je ne mens pas, s'il vous plaît. Il versa l'eau sur le sol. La flaque gela rapidement de son contact. Marcus sortit le lapin en peluche que la mère de Sarah lui avait cousu pour ses 8 ans, le seul bien qu'elle lui restait. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Comment as-tu... » « Contrebande, énonça Marcus. Attachement aux choses mondaines. Orgueil. Il marcha vers le foyer. Sarah se jeta en avant, toujours ligotée, mais 2 hommes la retinrent. Marcus suspendit le lapin au-dessus des flammes. Adieu aux choses enfantines. Le lapin prit feu. Sarah hurla. Quand les cris cessèrent, Marcus appela à un vote. Tous ceux qui croient que cet enfant doit faire face au jugement de Dieu, levez la main. Une par une, les mains se levèrent. Des mères, des pères, des gens qui avaient vu Sarah grandir. 45 mains au total. Seuls 2 restaient embassés. Martha, une femme de 80 ans qui ferma les yeux et pleura, et Ethan, un jeune homme de 25 ans, qui fixa le sol, la mâchoire serrée. La communauté a parlé, déclara Marcus. Il se tourna vers son propre fils, James, 12 ans, et produisit un pain frais. Mange ceci, mon fils, tu es juste. James prit le pain et le mordit tandis que Sarah regardait, les yeux creux. Marcus s'agenouilla à côté d'elle, sa voix tombant à un murmure que seule elle pouvait entendre. Ta mère posait trop de questions. Toi aussi, cela se termine ce soir. Puis plus fort pour tout le monde. Nous l'emmènerons à la tanière des loups. Si elle survit jusqu'à l'aube, Dieu l'aura pardonné. Si elle meurt, elle aura reçu son jugement. Sarah regarda autour du cercle de visages. Personne ne rencontra son regard. Préparez-la pour l'épreuve, ordonna Marcus. Ils la traînèrent dans la neige. La procession se déplaça à travers la forêt comme une marche funèbre. 15 personnes, des torches tenues en l'air contre l'obscurité, le vent hurlant à travers les pins. La température était tombée à 32 degrés sous zéro. Sarah marchait pieds nus au centre, les mains liées derrière son dos, un bâillon noué sur sa bouche. Elle ne pouvait respirer que par le nez, chaque respiration lui brûlant les poumons. Elle tomba 3 fois dans le premier kilomètre. La première fois, elle atterrit face contre terre dans la neige, l'impact l'étourdissant. Personne ne l'aida à se relever. Elle lutta pour se mettre à genoux, puis sur ses pieds, chancelante. La deuxième chute survint lorsque ses pieds gelés refusèrent de répondre. Elle s'écroula de côté dans un banc de neige. Une botte d'homme la poussa. « Lève-toi, fillette !» La troisième fois, elle s'effondra simplement, épuisée. Ils attendirent, silencieux, jusqu'à ce qu'elle se force à se redresser. Marcus menait la procession, lisant d'une petite Bible à la lumière d'une torche. Sa voix portait sur le vent, déformant les mots en quelque chose d'ancien et de sans pitié. Derrière lui marchaient ses lieutenants, visages cachés par d'épais foulards et cagoules. Derrière eux les témoins, et tout à l'arrière, presque invisible dans l'ombre, marchait Rebecca Whitmore. Rebecca avait 28 ans, la peau pâle, les cheveux foncés tirés sévèrement en arrière. Elle marchait la tête baissée, les mains enfouies dans les poches de son manteau. Dans sa poche droite, ses doigts serraient un téléphone portable, vieux, à peine fonctionnel, mais il avait un appareil photo. La batterie indiquait 18%. Ici, il n'y avait pas de signal. Il n'y aurait pas de signal avant 15 kilomètres. Mais elle avait enregistré le procès. 2 minutes et 15 secondes de Marcus condamnant une enfant à mort. Elle ne savait pas encore si elle aurait le courage de l'utiliser. La forêt devint plus dense. Le sentier montait, serpentant entre d'énormes rochers et des ruisseaux gelés. Les pieds de Sarah laissaient des traînées de sang dans la neige, de petits points rouges qui marquaient son passage comme des miettes de pain dans un conte de fées cauchemardesque. Ses orteils s'étaient engourdis en premier, puis ses pieds, puis ses mollets. Elle ne sentait plus la douleur. Cela rendait les choses presque pires. Après 90 minutes, ils atteignirent l'endroit. La tanière des loups était un ancien bunker de la guerre froide, à moitié effondré et repris par la nature.
Son entrée était une ouverture déchiquetée dans la colline, peut-être 2 mètres de large, descendant dans l'obscurité absolue. Marcus l'avait découvert il y a des années en chassant. Il savait que des loups y faisaient leur tanière. Il en avait même tué un ici 3 ans auparavant, ou du moins, il le pensait. Voici, annonça Marcus, gesticulant vers la grotte. Le lieu du jugement. 2 hommes saisirent les bras de Sarah. Elle se débattit, émettant des sons étouffés derrière le bâillon, mais ils étaient trop forts. Ils la traînèrent vers l'entrée. Elle enfonça ses talons, inutilement contre la glace et la neige. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. À l'intérieur de la grotte, quelque chose bougea. Un grognement sourd résonna des profondeurs. Les hommes la jetèrent en avant. Sarah dévala une courte pente, frappa durement le sol de la grotte, roulant jusqu'à heurter le mur du fond. L'impact lui coupa le souffle. Elle gisait haletante, ligotée et impuissante dans l'obscurité complète. Elle pouvait entendre les gens dehors, leur voix résonnant étrangement. Elle pouvait entendre autre chose aussi, une respiration lourde, animale, proche. Marcus s'approcha de l'entrée de la grotte, mais ne s'approcha pas davantage. « Nous attendrons jusqu'à l'aube, cria-t-il dans l'obscurité. Si Dieu vous épargne, vous serez libérés. Sinon, votre destin est sa volonté. » La foule à l'extérieur se tut. Les minutes passèrent. Ils attendaient des cris, des bruits de violence. L'inévitable. Mais il n'y eut que le silence. Et à l'arrière du groupe, Rebecca sentit ses genoux fléchir. Elle s'appuya contre un arbre, observant l'entrée de la grotte. Sentant la bile monter dans sa gorge, elle vit le visage de Sarah dans son esprit, terrifiée, trahie, seule. Elle vit aussi un autre visage d'il y a 13 ans, son propre visage à 15 ans. Rebecca était née dans le campement, la seule fille de Marcus, de sa première femme, décédée quand Rebecca avait 3 ans. Elle se souvenait à peine de sa mère. Elle se souvenait de son père, cependant, se souvenait de tout. Cela commença quand elle avait 13 ans. Marcus vint dans sa chambre la nuit, lui dit que c'était de la volonté de Dieu, lui dit qu'elle était spéciale, lui dit de ne jamais en parler. Pendant 2 ans, Rebecca endura. Elle essaya d'en parler aux gens, ils ne la crurent pas. Le prophète? Impossible. Elle devait être confuse, pécheresse, menteuse. Quand Rebecca eut 15 ans, elle tenta de s'enfuir. Marcus la rattrapa à la lisière de la forêt. Le passage à tabac faillit la tuer. Il l'enferma dans l'abri de stockage pendant 3 jours sans nourriture ni eau. « Tu m'appartiens », murmura-t-il à travers la porte. « Tu ne partiras jamais. » Emma Miller la trouva le 4e jour. Emma était nouvelle dans la communauté alors, une jeune veuve avec une petite fille en bas âge. Elle n'avait ni autorité ni pouvoir, mais elle avait du courage. Emma força le cadenas, porta Rebecca jusqu'à sa propre cabane, la cacha dans un vide sanitaire sous le plancher pendant 3 mois, lui apportant de la nourriture et de l'eau en secret. La nuit, Emma s'asseyait à côté de la fille cachée et lui parlait. « Tu n'es pas folle, tu n'es pas pécheresse, c'est lui qui l'est. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, tu seras libre. » Emma aida Rebecca à s'échapper. Elle contacta un cousin à Fairbanks, arrangea pour que Rebecca soit récupérée à un sentier isolé. Rebecca partit dans la nuit, courant à travers ces mêmes forêts. Terrifiée et exaltée, la liberté dura 5 ans. Rebecca alla à l'université, rencontra un homme bon nommé Daniel Whitmore, se maria, eut un fils nommé Tommy. Elle pensait être en sécurité. Puis Daniel commença à poser des questions. Il était comptable aussi, curieux du passé de Rebecca. Il commença à enquêter sur le campement, rassemblant des preuves de fraude financière. Il prévoyait de signaler Marcus au FBI il y a 1 an. La voiture de Daniel sortit d'une route de montagne. Pas de témoins, pas de survivants. La police appela cela un accident. Verglas, Direntils. 3 jours après les funérailles, Marcus apparut à la porte de Rebecca à Portland. « Reviens à la maison, ma fille, dit-il en souriant. Ou ton fils aura un autre accident. » Rebecca n'eut pas le choix. Elle retourna au campement avec Tommy, 6 ans, de retour à l'endroit d'où elle s'était échappée,
de retour sous le contrôle de son père. Elle y était depuis 6 mois maintenant, piégée, regardant Marcus blesser les autres comme il l'avait blessé. Et ce soir, le regardant d'assassiner la fille de Lavim qui lui avait sauvé la vie. La main de Rebecca se resserra autour du téléphone dans sa poche. Emma avait tout risqué pour elle. Pouvait-elle en faire moins pour l'enfant d'Emma? À l'intérieur de la grotte, Sarah gisait tremblante dans l'obscurité, et quelque chose aux yeux jaunes s'approchait. Sarah ne pouvait rien voir. L'obscurité était absolue, assez dense pour sembler solide contre sa peau. Elle gisait sur le côté où elle était tombée, les poignets liés, respirant par le nez par petites bouffées paniquées. Le froid du sol de pierre s'infiltrait à travers sa fine robe. Ses pieds lui battaient avec une douleur lointaine qui signifiait des engelures. Elle l'entendit avant de le voir. Le grattement de griffes sur la pierre, une respiration lourde. L'odeur la frappa ensuite. Sauvage, musquée, ancienne. Puis de quelque part dans le noir, 2 yeux s'ouvrirent, jaune or, captant une trace de lumière impossible, flottant dans l'obscurité comme des lanternes. La louve s'avança. Fantôme se déplaçait lentement, prudemment. Elle avait entendu l'agitation à l'extérieur, senti la fumée des torches, entendu des voix humaines. Les humains signifiaient danger. Les humains signifiaient mort. Ses épaules lui faisaient encore mal là où la balle avait déchiré le muscle il y a 3 hivers. Ses louveteaux se serraient dans la partie la plus profonde de la tanière, gémissant doucement. Mais quelque chose n'allait pas. L'odeur ne correspondait pas à la menace. Fantôme s'approcha à moins de 3 mètres et s'arrêta, son nez levé, échantillonnant l'air. Du sang, oui. Une peur accablante, mais aussi de la douleur, du désespoir, et sous tout cela, quelque chose qui la fit hésiter. Ce n'était pas un chasseur, pas une menace. Cela sentait la proie. Non, quelque chose d'autre, quelque chose de vulnérable. Les yeux de Sarah s'étaient suffisamment adaptés pour distinguer une forme maintenant. Grande, facilement 60 kilos. Une fourrure blanc argentée qui semblait briller faiblement dans l'obscurité. La tête de la créature était au niveau de la sienne, même si elle gisait sur le sol. Elle était massive. Elle essaya de se faire plus petite, se recroquevillant. Elle ne pouvait pas crier à cause du bâillon, ne pouvait pas courir avec les mains liées et les pieds gelés. Elle ne pouvait que rester là, impuissante, attendant que des crocs se referment sur sa gorge. Fantôme tourna lentement. L'enfant, clairement une enfant, petite et jeune, ne fit aucun mouvement agressif, ne montra aucune arme. L'odeur de peur était accablante, mais elle n'était pas dirigée vers l'extérieur. L'enfant n'avait pas peur de Fantôme spécifiquement. La peur était plus ancienne, plus profonde, venant d'ailleurs. Fantôme s'approcha à 1 mètre de distance. Maintenant, elle pouvait entendre le battement de cœur de l'enfant, rapide et battant comme celui d'un oiseau. Elle pouvait aussi sentir autre chose maintenant, sous le sang et la peur, quelque chose de familier, quelque chose qui tirait sur un souvenir. Elle baissa la tête et renifla les cheveux de l'enfant. Sarah sentit son souffle chaud sur son visage, sentit l'humidité du nez de la louve toucher sa joue. Elle ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage, son corps tremblant de manière incontrôlable. C'était ainsi qu'elle allait mourir. Sa mère était morte, son lapin avait brûlé. Et maintenant cela. Au moins ce serait rapide, au moins ce serait fini, mais la louve ne mordit pas. Fantôme recula légèrement, confuse. Cette odeur. Où l'avait-elle? Et puis cela la frappa. Le souvenir revint avec une clarté stupéfiante. 3 hivers auparavant, février, une nuit d'un froid brutal et de neige. Fantôme était plus jeune alors, plus forte. Ombre, son compagnon, était à ses côtés. Il chassait près du campement humain. Risqué mais nécessaire. Les cerfs étaient rares cet hiver-là. Ils avaient besoin de nourriture pour leurs 2 louveteaux. Les humains attendaient. Marcus Thorne et 4 autres, fusils prêts, postés le long du sentier des cerfs.
Fantôme et Ombre ne les virent jamais avant que le premier coup de feu ne retentisse. Ombre tomba immédiatement. Une balle lui transperça le cœur et mourut avant de toucher le sol. Fantôme courut. Un deuxième coup l'atteignit à l'épaule, la faisant tournoyer. Elle dégringola un talus raide, traversa la glace, tomba dans le lit d'un ruisseau gelé. La douleur était brûlante, aveuglante. Elle pouvait entendre les hommes au-dessus crier. Entendit la voix de Marcus. « Prenez les louveteaux. » La femelle est morte. Ils prirent ses bébés. Les prirent en hurlant de la tanière, tandis que Fantôme gisait en sang dans la neige, incapable de bouger, incapable d'aider. Elle aurait dû mourir cette nuit-là. Serait morte sans... Fantôme se souvint d'avoir rampé, de s'être traîné dans la neige, laissant une traînée de sang. Sa vision s'estompa. Sa respiration ralentit. Elle s'était effondrée près d'une petite cabane à la lisière du campement. Elle se souvint d'avoir fermé les yeux, acceptant la mort, puis la chaleur. Fantôme avait ouvert les yeux pour voir une enfant, une petite fille, peut-être 7 ans, avec de longs cheveux bruns et d'énormes yeux. L'enfant s'était agenouillé dans la neige à côté d'elle, tremblante de froid, mais ne s'enfuyant pas. Dans ses mains, un bol d'eau tiède. « N'aie pas peur », avait murmuré l'enfant. « Je ne te ferai pas de mal. » La fillette avait tenu le bol à la bouche de Fantôme. Fantôme but faiblement, la chaleur se répandant en elle. L'enfant disparut ensuite brièvement, revenant avec une couverture, vieille et usée. Mais mieux que rien, elle la posa sur le corps de Fantôme. « Tu dois te cacher, » dit la fillette, regardant nerveusement vers le campement. « Ils te tueront s'ils te trouvent. Peux-tu bouger? Tu dois essayer. » La fillette était restée plus d'1 heure, veillant, offrant le peu de réconfort qu'elle pouvait. Lorsque Fantôme retrouva enfin assez de force pour se lever, l'enfant l'aida, soutenant son poids, la guidant loin du campement et plus profondément dans la forêt. « Va, » la supplia la fillette. « Vise, s'il te plaît, vise. » Fantôme avait survécu à cette nuit-là, à l'infection qui s'ensuivit, au long hiver. Elle avait vécu parce qu'une enfant humaine avait fait preuve de miséricorde quand personne d'autre ne l'aurait fait. Fantôme n'avait jamais oublié cette odeur, cette voix, ce petit acte de gentillesse impossible. Et maintenant, 3 ans plus tard, voici la même enfant, plus âgée, terrifiée, ligotée et laissée pour morte par le même homme qui avait tué Ombre. Fantôme comprit. La reconnaissance fut instantanée, absolue. Cet enfant lui avait sauvé la vie, et maintenant l'enfant avait besoin d'être sauvé. Fantôme prit une décision. Elle se plaça à côté de Sarah et s'allongea, pressant son corps chaud contre la fillette tremblante. Sarah haleta derrière le bâillon, ne comprenant pas, s'attendant à la mort, mais recevant de la chaleur à la place. La fourrure de Fantôme était épaisse et isolante, sa chaleur corporelle substantielle. Elle se positionna comme un brise-vent entre Sarah et l'entrée de la grotte où l'air froid sifflait de l'extérieur, puis Fantôme émit un son doux, pas un grognement, mais autre chose, un appel des profondeurs de la grotte. 4 louveteaux émergèrent. Ils avaient 4 mois, dégingandés et curieux. Ils s'approchèrent prudemment, reniflant cette étrange nouvelle créature que leur mère avait rapprochée. Le plus petit, une femelle, grimpa sur les jambes de Sarah. Un autre se blottit contre sa poitrine. Sarah ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Les loups n'attaquaient pas. Ils aidaient. La chaleur était accablante après le froid glacial. Elle pouvait sentir les sensations revenir dans ses membres, douloureuses, brûlantes, mais signe qu'elle n'était pas encore morte. Les louveteaux firent de petits bruits, presque comme des ronronnements. Leur mère veillait sur eux tous. Dehors, la foule s'agitait. 2 heures s'étaient écoulées. Pas de cris, pas de bruit de lutte. Marcus arpentait l'entrée, fronçant les sourcils. Ce n'était pas censé se passer comme ça. L'enfant devrait être morte maintenant.
Les loups auraient dû faire leur travail. Peut-être est-elle déjà partie? Suggéra un homme doucement. Gelée ou tuée rapidement, trop vite pour crier. Marcus ne répondit pas. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait. La façon dont un chasseur sent que la proie s'est échappée, mais il ne pouvait pas entrer dans cette grotte, pas avec des loups à l'intérieur, pas après ce qui s'était passé la dernière fois. Nous attendons jusqu'à l'aube, dit-il finalement. Si elle vit, nous nous en occuperons alors. Sinon, la question est réglée. Le groupe commença à se disperser, ne laissant que 4 hommes pour monter la garde. La plupart retournèrent au campement, froids et épuisés. Ils se dirent qu'ils avaient fait leur devoir, se dire que c'était la volonté de Dieu, se dire n'importe quoi pour les aider à dormir. Rebecca resta plus longtemps que les autres, debout dans l'ombre, fixant l'entrée de la grotte. Elle faisait des calculs, distance jusqu'au poste de garde forestier, 15 km, batterie de son téléphone, 18%, temps jusqu'à l'aube, 7 heures, chance de succès, inconnu, chance de ne rien faire et de vivre avec elle-même, 0. Elle toucha le visage de son fils endormi dans sa mémoire. Si elle faisait ça, si elle courait, si elle parlait, Marcus ne lui pardonnerait jamais, ne cesserait jamais de la chasser. Sa vie telle qu'elle la connaissait prendrait fin, mais Emma avait tout risqué pour elle. Et la fille d'Emma était dans cette grotte, attendant de mourir. Rebecca se retourna et commença à marcher, non pas vers le campement, mais dans l'autre direction, vers le sentier, vers l'aide, à l'intérieur de la grotte. Fantôme veilla toute la longue nuit. Elle avait positionné Sarah contre la partie la plus chaude de la tanière, où la chaleur de la terre s'élevait à travers les fissures de la roche. Les louveteaux apportaient une chaleur supplémentaire, leur petit corps pressé contre l'enfant. Sarah avait cessé de trembler après 1 heure. Sa respiration s'était stabilisée. Elle tombait dans un sommeil hypothermique, dangereux, mais mieux que de geler éveillé. Fantôme la poussait périodiquement, la maintenant suffisamment consciente pour survivre. Pas morte, pas encore, pas tant que Fantôme respirait encore. La louve avait échoué à protéger Ombre, avait échoué à sauver ses louveteaux volés. Mais elle n'échouerait pas avec cet enfant. Pas celle qui avait fait preuve de miséricorde quand la miséricorde était un miracle. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres. La neige recommença à tomber. Et quelque part dans l'obscurité, une femme courait désespérément à travers la forêt, portant un téléphone avec une batterie mourante et une vidéo qui pouvait tout changer. L'aube était encore à des heures. Mais l'espoir fragile et inattendu était entré dans la tanière des loups, et l'espoir est parfois suffisant pour survivre à la nuit la plus sombre. À 23 heures, Marcus revint à la grotte. Le vent était tombé, laissant un silence étrange dans la forêt. Les 4 gardes qui étaient restés se tenaient blottis autour d'un petit feu à 50 mètres de l'entrée, tapant des pieds contre le froid. Ils levèrent la tête nerveusement en voyant Marcus approcher. 5 hommes derrière lui, portant des torches et des fusils. « Des bruits ?» demanda Marcus. « Rien, monsieur, » répondit un garde. « Pas un gémissement. Pas depuis que vous êtes parti. » Marcus fronça les sourcils. 3 heures de silence absolu. Soit l'enfant était morte, gelée ou tuée, soit autre chose se passait. Quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il avait besoin de savoir, besoin de voir le corps, besoin de certitude. « Nous entrons », annonça-t-il. Les hommes échangèrent des regards. Personne ne voulait entrer dans une tanière de loup la nuit, mais personne n'osait refuser à Marcus Thorne. Ils s'approchèrent lentement de l'entrée de la grotte, torches levées. La lumière du feu dansait sur la pierre, repoussant les ombres, mais en créant de nouvelles plus profondes à l'intérieur. Marcus regarda dans l'obscurité. Au début, il ne vit rien, juste la roche et l'ombre, et le faible éclat de glace sur les murs. Puis un mouvement, une forme émergeant des profondeurs, des yeux réfléchissant la lumière de la torche, jaune. Ferme, sans peur, Fantôme apparut.
Elle se positionna au centre de la grotte, bloquant toute vue sur ce qui se trouvait derrière elle. Ses poils se hérissèrent, la faisant paraître encore plus grande. Ses babines se relevèrent légèrement, révélant ses crocs. Pas un grognement complet, mais un avertissement. Une promesse. Approchez et découvrez ce qui se passe. Derrière elle, à peine visible dans la lumière dansante, les hommes purent voir Sarah. L'enfant gisait contre le mur du fond, entouré de louveteaux, toujours vivante, incroyablement, miraculeusement vivante. Au nom de Dieu, respira l'un des hommes. Marcus la regarda, son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux lui montraient. Les loups auraient dû la tuer. C'est ce que faisaient les loups. C'étaient des bêtes, des monstres, des serviteurs d'un monde déchu. Ils tuaient les faibles. Ils dévoraient les innocents. C'était leur nature. Mais cette louve protégeait l'enfant comme une mère protégeant les siens. Marcus fit un pas en avant. Le grognement d'avertissement de fantôme s'approfondit, vibrant à travers la grotte comme un lointain coup de tonnerre. Il se figea. « Tirez !» ordonna Marcus doucement. L'homme à côté de lui, un chasseur nommé Thomas, leva son fusil, ses mains tremblaient. « Monsieur, si je tire, les autres attaqueront. Il y en a au moins 4 autres là-dedans. Nous sommes dans un espace confiné. Ils vont, j'ai dit, tirer. » Thomas hésita, le fusil à moitié levé. Il avait chassé le cerf, l'élan, même l'ours. Mais les loups étaient différents. Les loups étaient intelligents. Les loups étaient rancuniers. Et cette louve semblait attendre ce moment. Ethan faisait également partie du groupe, le même jeune homme qui avait refusé de voter pour la mort de Sarah. Il se tenait à l'arrière, regardant la scène se dérouler, et quelque chose en lui céda. « Non, dit-il doucement. » Marcus se retourna brusquement. « Qu'as-tu tu dit? » « J'ai dit non. » La voix d'Ethan était plus forte maintenant. « Je ne ferai pas partie de ça. Cet enfant est vivante. Les loups ne l'ont pas tuée. C'est peut-être ça le vrai signe de Dieu. Pas celui que vous vouliez, mais celui que nous avons eu. Peut-être sommes-nous censés voir ça et comprendre que nous sommes allés trop loin. Tu oses questionner? Oui, j'ose. Ethan rencontra les yeux de Marcus pour la première fois de sa vie sans ciller. Je vous observe depuis 5 ans, Marcus. J'ai vu des gens disparaître, vu la peur dans les yeux de tous. Vous avez vu tordre les Écritures pour justifier tout ce que vous vouliez. J'en ai assez. Je ne tirerai pas sur cette louve. Je ne ferai pas de mal à cet enfant. Vous la voulez morte à ce point. Faites-les vous-même. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le seul son était le vent sifflant à travers l'entrée de la grotte et le doux grognement de fantômes, toujours en garde. Puis le calme de Marcus se brisa. Son visage se tordit de rage. Il arracha le fusil à Thomas et le pointa lui-même sur la louve. Fantôme ne recula pas, ne montra aucune peur. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, se plaçant encore plus directement entre Marcus et Sarah. Son grognement s'intensifia. À ce moment-là, alors que la lumière de la torche éclairait pleinement son visage, Marcus vit la cicatrice, une longue ligne déchiquetée sur son épaule gauche. La reconnaissance le frappa comme un coup physique. C'était la louve d'il y a 3 ans, celle qu'il avait abattue, celle qu'il avait vue tomber dans le ravin, celle qu'il avait laissée pour morte après avoir tué son compagnon et pris ses louveteaux. Elle avait survécu et elle se souvenait. Marcus pouvait le voir dans ses yeux. Pas seulement l'instinct animal, mais quelque chose d'autre. Reconnaissance, mémoire, but. Cette louve savait exactement qui il était, savait ce qu'il avait fait. Et maintenant, elle se tenait entre lui et une autre vie innocente, le défiant d'essayer à nouveau. Ses mains commencèrent à trembler, non pas de froid, mais de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans. La peur. « Monsieur, » demanda Thomas doucement, « que faisons-nous? » Marcus se tenait là, le fusil pointé sur Fantôme, le doigt sur la gâchette. Un seul coup. C'est tout ce qu'il faudrait. Un seul coup et la louve tomberait. Puis il pourrait finir ce qu'il avait commencé avec l'enfant. Rétablir l'ordre,
maintenir le contrôle, prouver que sa volonté était absolue. Mais ses mains ne voulaient pas s'arrêter de trembler. La louve avait survécu à sa première tentative, survécu à la balle, survécu à l'hiver, survécu à tout ce qu'il lui avait jeté. Et s'il ratait, et si le coup ne faisait que la blesser, elle était à 5 mètres dans un espace confiné avec 4 autres loups derrière elle. Si elle attaquait, si elles attaquaient toutes, enfermées dans cette chambre de pierre, les hommes derrière lui reculaient déjà. Il pouvait entendre leurs bottes gratter sur la pierre, sentir leur peur. S'il donnait un ordre maintenant, le suivrait-il ou s'enfuirait-il? Le verrait-il enfin pour ce qu'il était, non pas un prophète, mais un meurtrier? Pas fort, mais terrifié. Marcus abaissa le fusil. « Nous attendrons le matin, dit-il, la voix tendue. Quand les loups partiront chasser, alors nous la récupérerons. Et si les loups ne partent pas, demanda Ethan. Marcus se tourna vers lui. Ils partiront. Les animaux doivent manger, ils l'abandonneront finalement. Ce ne sont pas des humains. Ils n'ont pas de loyauté. Ils n'ont pas de miséricorde. Mais même en le disant, ils ne semblaient pas convaincus. C'est ça, dit Ethan doucement. Ils n'ont pas de miséricorde. Nous l'avons vu ce soir. Marcus ignora le commentaire. Il se retourna et marcha vers l'entrée de la grotte, refusant de regarder en arrière. Les autres hommes suivirent, reconnaissant de toute excuse pour partir. Seul Ethan resta un instant de plus, fixant la scène à l'intérieur. L'enfant vivante, les loups la protégeant, la miséricorde impossible de tout cela. « Je suis désolé », murmura-t-il vers Sarah. Puis il partit lui aussi. Fantôme attendit que tous les humains soient partis, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les sentir, les entendre, les percevoir. Ce n'est qu'alors qu'elle se détendit légèrement, bien qu'elle restât en garde. Elle se retourna et revint là où Sarah gisait. L'enfant était maintenant éveillé, ayant entendu la confrontation. Ses yeux étaient grands de choc, d'épuisement, de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Fantôme s'allongea à côté d'elle une fois de plus. Les louveteaux reprirent leur position, blottis contre l'enfant tremblante. La température corporelle de Sarah était dangereusement basse, peut-être 34 degrés. Sans la chaleur de la louve, elle mourrait avant l'aube. Même avec elle, la survie n'était pas garantie. Mais Fantôme avait fait son choix, avait remboursé une dette vieille de 3 ans, s'était tenu entre le mal et l'innocence et avait refusé de bouger. Quoi qu'il arrive maintenant, elle avait fait ce que les loups faisaient de mieux. Elle avait protégé sa meute. Et cette nuit, contre toute nature et toute raison, cette meute comprenait une enfant humaine. Dehors, Marcus donna des ordres à ses hommes restants. « 4 d'entre vous monteront la garde ici jusqu'à l'aube. Personne n'entre, personne ne sort. Si l'enfant émerge vivante, nous nous en occuperons alors. Si elle est morte, nous récupérerons le corps et lui donnerons une sépulture appropriée. Cette situation sera résolue au lever du jour. » Les hommes hochèrent la tête, trop froids et effrayés pour discuter. Marcus retourna au campement, l'esprit en ébullition. Les choses lui échappaient. D'abord l'enfant voyant son registre, puis la défiance d'Ethan. Maintenant cette situation impossible avec les loups. Il avait l'impression que l'univers conspirait contre lui, que toute son autorité soigneusement construite se fissurait. Il ne savait pas que Rebecca était déjà partie. Ne savait pas qu'elle s'était enfuie dans la nuit avec des preuves de ses crimes. Ne savait pas qu'en 7 heures, tout son monde s'effondrerait. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose avait terriblement mal tourné. Et pour la première fois en 20 ans, Marcus Thorne n'avait aucune idée de comment y remédier. Rebecca avait pris sa décision à 1 heure du matin, tandis que Marcus affrontait les loups. Pendant que le campement dormait, elle se déplaça dans sa cabane avec un silence maîtrisé. Tommy était dans son petit lit, le visage paisible dans le sommeil. Elle embrassa son front, aspirant son odeur, la mémorisant. Si cela tournait mal, elle ne le reverrait peut-être jamais. Elle l'avait laissé avec Martha,
la vieille femme qui avait refusé de voter pour la mort de Sarah. Martha était gentille, impuissante, mais gentille. Elle garderait Tommy en sécurité pendant quelques heures. Elle l'avait promis lorsque Rebecca lui avait chuchoté son plan désespéré. « Va-t'en », avait dit Martha. « Fais ce qu'Emma aurait fait. Je veillerai sur ton garçon. » Maintenant, Rebecca se tenait à la lisière du campement, regardant la forêt sombre, 15 kilomètres jusqu'au poste de garde forestier. Son téléphone affichait 18% de batterie, pas de signal ici, mais il y en aurait à la station. Il fallait qu'il y en ait. Elle commença à courir. Le sentier était traître la nuit. Ce qui semblait être un sol solide pouvait être de la glace cachée. Ce qui semblait être une pente douce pouvait tomber dans le vide. Rebecca avait une petite lampe de poche, mais l'utiliser épuisait la batterie du téléphone plus rapidement. Elle l'utilisait avec parcimonie, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité, suivant le chemin plus par la mémoire et la sensation que par la vue. La première heure fut de l'adrénaline, une pure impulsion vers l'avant. Son souffle sortait en nuages. Ses bottes craquaient dans la neige. Elle se concentra sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Ne pense pas à Tommy. Ne pense pas à ce que Marcus fera s'il t'attrape. Ne pense à rien d'autre qu'au prochain pas. À 2 heures, elle avait parcouru 3 kilomètres. Son téléphone affichait 15%. Elle l'avait vérifié 2 fois déjà. Incapable de s'en empêcher. Chaque fois qu'elle le faisait, elle voyait le chiffre baisser. Le froid le drainait plus vite que la normale. Elle baissa la luminosité de l'écran au minimum. Désactiva toutes les fonctions inutiles, priant pour que ça tienne. À 2h45, elle tomba pour la première fois. Son pied se prit dans une racine cachée sous la neige. Elle tomba lourdement, les mains tendues, le téléphone s'échappant de sa poche. Elle l'entendit heurter quelque chose de solide. Entendit le craquement du plastique sur la pierre. La terreur la saisit. Elle s'avança à 4 pattes, cherchant frénétiquement dans la neige. Là, Dieu merci, toujours allumé, écran intact, mais maintenant à 12%. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle le remettait dans sa poche, la refermant solidement cette fois. Elle se releva, testa sa cheville, meurtrie mais fonctionnelle, et continua. À 7 kilomètres, elle se perdit. Le sentier se divisait dans 3 directions. En plein jour, elle aurait su quel chemin prendre. Dans l'obscurité, ils semblaient tous les mêmes. Elle resta là, de précieuses minutes s'écoulant, essayant de se souvenir. À gauche, l'ancienne route forestière. À droite, le lac gelé. Tout droit où? Vers la station ou plus profondément dans la nature sauvage. Son téléphone affichait 10% maintenant. Elle ne pouvait pas se permettre de revenir en arrière si elle choisissait mal. Rebecca ferma les yeux, se souvint de la seule fois où Daniel l'avait emmenée ici avant que tout ne tourne mal. Ils avaient marché jusqu'au poste de garde forestier pour des provisions. Il lui avait montré des points de repère. Un rocher distinctif en forme d'ours, un arbre mort frappé par la foudre, fendu en 2. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Là, à 30 mètres à droite du chemin direct, l'arbre foudroyé, à peine visible. Mais là, le chemin direct, elle courut. À 4h30, 11 km parcourus, elle tomba à nouveau, 7 fois pire. Le sentier descendait brusquement et elle ne le vit pas. Elle dégringola, roula, glissa le long d'un talus. Des branches lui fouettèrent le visage. Des rochers déchirèrent ses vêtements. Elle s'arrêta dans un banc de neige en bas, essoufflée et désorientée. Elle resta là pendant 30 secondes, peut-être 1 minute, essayant de respirer. Tout lui faisait mal. Ses côtes, son genou, son visage, là où les branches l'avaient coupé. Elle sentit le sang dans sa bouche, le téléphone. Où était le téléphone? La panique lui donna de la force. Elle creusa frénétiquement la neige autour d'elle, le trouva à moitié enfoui, écran noir, éteint. Non! Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Il clignota, 8%. Et une fissure sur l'écran maintenant, s'étendant d'un coin à l'autre, mais fonctionnant toujours.
Rebecca voulait pleurer, voulait abandonner, voulait s'allonger dans la neige et laisser le froid l'emporter. Son corps lui criait d'arrêter, de se reposer juste une minute. Mais elle pensa à Sarah dans cette grotte. Pensa au visage d'Emma la nuit où elle avait libéré Rebecca de cet abri. Pensa à chaque personne qui lui avait un jour montré de la miséricorde alors qu'elle aurait pu détourner le regard. Mais elle grimpa. Il lui fallut 10 minutes pour retrouver le sentier. Son genou lui hurlait, et elle boitait maintenant, favorisant sa jambe gauche, mais elle avançait. 4 kilomètres restantes. Le ciel était toujours sombre, mais il y avait un soupçon de quelque chose à l'horizon est. Pas encore l'aube, mais l'avant-aube, le monde se préparant à la lumière. Elle avait peut-être 90 minutes avant le lever du soleil, avant que Marcus ne revienne à la grotte, avant que tout ce qu'il prévoyait de faire à Sarah, il ne le fasse. À 5h45, 14 kilomètres parcourus, elle entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des hurlements, lointains, mais distincts. Des loups s'appelant dans l'obscurité de l'avant-aube. Elle se figea, écoutant. À quelle distance? Difficile à dire. Le son portait étrangement dans l'air hivernal. Ça pouvait être à 1 kilomètre. Ça pouvait être à 5. Mais cela lui rappela que Fantôme était dans cette grotte. Fantôme et ses louveteaux. Et Marcus avait des armes. S'il décidait de tuer les loups, il n'hésiterait pas. Les abattrait tous et prendrait le corps de Sarah comme preuve du jugement de Dieu. Rebecca devait obtenir de l'aide avant l'aube, elle le devait. Elle recommença à courir, boitant, haletant, genoux en feu, 4% de batterie. À 6h15, elle vit des lumières. Le poste de garde forestier émergea de l'obscurité comme un mirage. Un petit bâtiment en rondin. De la fumée s'élevant de la cheminée. Un camion garé à l'extérieur. Des lumières aux fenêtres. Le salut. Les jambes de Rebecca faillirent la lâcher. Elle avait réussi. 15 km à travers l'obscurité, le froid et la peur. Elle avait réussi. Elle trébucha les derniers 100 mètres, tomba contre la porte, frappa à 2 mains. « À l'aide! S'il vous plaît, à l'aide! » La porte s'ouvrit. Un homme se tenait là, la cinquantaine, barbe grise, chemise à carreaux, le garde forestier Thompson. Elle l'avait rencontré une fois des années auparavant, avant que tout ne tourne mal. « Madame, qu'est-ce que... » Rebecca s'effondra dans l'embrasure de la porte. Thompson la rattrapa, la tira à l'intérieur. La chaleur la frappa comme un mur. Elle ne pouvait pas s'arrêter de trembler. « S'il vous plaît, allaita-t-elle. Il y a une fille dans une grotte aux loups. Marcus Thorne l'a jetée dedans. Elle est en train de mourir. J'ai des preuves, une vidéo. J'ai... » Elle tâtonna pour son téléphone. 2%. L'écran était à peine lisible à travers les fissures. Ses doigts gelés ne pouvaient pas les faire fonctionner correctement. Thompson la guida vers une chaise près du feu. Il agissait déjà avec une efficacité militaire. 20 ans dans l'armée avant de devenir garde forestier, il reconnaissait une crise quand il en voyait une. Ralentissez. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Le FBI, dit Rebecca. Appelez le FBI. Mise en danger d'enfant, tentative de meurtre. J'ai des preuves vidéo, mais mon téléphone... Laissez-moi le voir. Elle le lui tendit. Maintenant. Thompson le prit, le connecta à un câble de charge. Mais ces choses prenaient du temps à charger, et le temps était exactement ce qu'il n'avait pas. « Où est cette grotte? » demanda-t-il, sortant déjà son téléphone satellite. « Nord-ouest, à 20 km ici. Brooks Range, contrefort, l'ancienne grotte du bunker, et près de... Je connais. » Thompson composait déjà. Son téléphone satellite pouvait joindre n'importe qui, n'importe où. J'appelle le FBI d'Anchorage, puis les équipes de recherche et de sauvetage. Ensuite, je vous apporterai du café et des premiers soins car vous avez l'air d'avoir traversé l'enfer. La vidéo, une fois que votre téléphone sera suffisamment chargé, nous l'enverrons. Mais pour l'instant, je mobilise une équipe de sauvetage sur ma seule parole. C'est assez? Rebecca hocha la tête, des larmes coulant sur son visage.
Thompson parla rapidement dans son téléphone. Ici la station 12, Brooks Range. J'ai besoin d'une assistance immédiate. Urgence de protection de l'enfance. Possible prise d'otage. Demande FBI d'évacuation médicale. Il regarda Rebecca. Quel âge a l'enfant? 10 ans. Une fillette de 10 ans. Situation d'exposition critique. L'agresseur est Marcus Thorne, chef du campement des dernières peurs. Oui, ce Marcus Thorne. Nous avons eu des rapports sur lui pendant des années. Cette fois, nous avons des preuves. Il regarda le téléphone de Rebecca affichant maintenant 3%. Les preuves arrivent. Il fallut encore 5 minutes pour que le téléphone charge suffisamment pour être stable. Thompson le connecta à son ordinateur, ouvrit le fichier vidéo. Rebecca observa son visage pendant qu'il regardait les images. Le regarda voir Marcus condamner une enfant à mort. Le regarda voir la foule voter. Le regarda voir Sarah être traînée. Quand ce fut fini, le visage de Thompson était impassible. Il téléchargea immédiatement le fichier, l'envoya au contact du FBI. « Agent Catherine Hayes, dit-il à Rebecca, la meilleure. Elle s'en chargera. » Le téléphone sonna. « Hayes? » Thompson mit le haut-parleur. « J'ai vu la vidéo, dit Hayes, sa voix tendue d'une fureur contenue. Nous nous mobilisons maintenant. L'hélicoptère part dans 20 minutes. Nous aurons le FBI, des urgentistes et un spécialiste de la faune. L'heure d'arrivée estimée à votre emplacement est 1 heure. Puis encore 15 minutes jusqu'au site de la grotte. » Rebecca regarda l'horloge. 6h30. L'aube se lèverait vers 7h30. Marcus retournerait à la grotte peu après. « Ils seront là avant lui, » dit Thompson, lisant son visage. « Je le promets. » Le téléphone de Rebecca mourut finalement complètement, ayant donné son dernier souffle. La vidéo fut envoyée, l'aide arrivait. Elle l'avait fait. Elle s'affala sur la chaise, épuisée, tremblante. Thompson drapa une couverture sur ses épaules, lui tendit une tasse de café chaud. « Vous venez de sauver la vie de cet enfant, » dit-il doucement. « Quoi qu'il arrive maintenant, c'est vous qui l'avez fait. » Pourtant, Rebecca pensa à Emma Miller, qui avait sauvé la sienne. Pensa à Sarah dans cette grotte sombre, entourée de loups, à peine vivante. Pensa à Tommy, toujours endormi en sécurité avec Martha. « J'ai juste rendu l'appareil, » murmura-t-elle. Dehors, le ciel commença à s'éclaircir. L'aube arrivait, et avec elle, la justice. Finalement, après toutes ces années, la justice arrivait pour Marcus Thorne. L'hélicoptère arriva à 7h30, l'aérotours fendant le ciel de l'aube comme le jugement lui-même. L'agent Catherine Hayes fut la première à descendre, suivie de 6 agents du FBI, de 2 ambulanciers et de Michael Stevens, un vétérinaire spécialiste du comportement des loups. Ils agirent avec une précision militaire. Thompson les guidait vers le site de la grotte. Marcus venait tout juste de revenir à la grotte lui-même, accompagné de 8 hommes. Il se tenait à l'entrée, se préparant à ce qu'il appelait le retrait final. Les loups auraient une faim maintenant, fatigués. Ils auraient abandonné l'enfant. Ils pourraient prétendre qu'elle était morte d'exposition, que Dieu avait rendu son verdict. La communauté l'accepterait. Il le faisait toujours. Puis il entendit les hélicoptères. 2 d'entre eux, en fait, des appareils fédéraux avec des marques du FBI atterrissant dans la clairière à 200 mètres de là. Le visage de Marcus devint blanc. Il se retourna pour courir, mais des agents émergeaient déjà de la lisière de la forêt entourant la zone. « Marcus Thorne » cria Hayes, arme dégainée, mais pointée vers le sol. « FBI, vous êtes en état d'arrestation !» Les 8 hommes avec Marcus levèrent immédiatement les mains, s'éloignant de lui. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce qui arrivait. Seul James, le fils de Marcus, 12 ans, resta figé à côté de son père, confus et terrifié. « Pour quelle accusation ?» demanda Marcus, essayant de maintenir son autorité même si son monde s'effondrait. « Nous commencerons par tentative de meurtre sur mineur et nous monterons à partir de là. » Hayes fit un signe de tête à 2 agents. Ils s'avancèrent avec des menottes. « Vous n'avez aucune juridiction ici. C'est une propriété privée. Nous ne répondons qu'à la loi de Dieu. Vous êtes toujours en Alaska.
ce qui signifie que vous répondez à la loi fédérale. Maintenant, nous avons un enfant dans cette grotte qui a besoin de soins médicaux immédiats. Allez-vous coopérer ou ajoutons-nous l'obstruction à vos accusations? Marcus ne dit rien. Les agents le menottèrent, lui lurant ses droits. James commença à pleurer. L'une des agentes s'agenouilla à côté du garçon, parlant doucement, l'éloignant de son père. Vint maintenant la partie difficile, faire sortir Sarah sans que personne ne soit blessé. Stevens s'approcha prudemment de la grotte, les mains visibles, se montrant aussi peu menaçant que possible. Il vit Fantôme immédiatement, toujours en garde, protégeant toujours l'enfant derrière elle, les louveteaux et au-delà d'eux, peut-être consciente. « Doucement, ma belle, dit Stevens doucement. Je ne suis pas là pour te faire du mal, ni à elle. Je suis là pour aider. » Le grognement de Fantôme était bas, incertain. Elle pouvait sentir les autres humains se rassembler derrière celui-ci, pouvait sentir des âmes. Même si elle ne pouvait pas les voir, ses instincts hurlaient au danger, mais elle était épuisée, avait été en garde pendant 8 heures. Ses louveteaux avaient faim, et étaient agités, et l'enfant avait besoin d'aide que Fantôme ne pouvait pas fournir. La respiration de l'enfant était devenue superficielle. Ses lèvres étaient bleues. Sa température corporelle était dangereusement basse. Une voix féminine appela derrière Stevens. « Sarah, chérie, je m'appelle Amy. Je suis ambulancière. Nous sommes là pour t'aider. Peux-tu m'entendre? » Les yeux de Sarah papillonnèrent. Elle vit les gens, vit des uniformes, vit qu'ils ne venaient pas du campement. « Fantôme, murmura-t-elle à travers des lèvres gercées. Ne faites pas de mal à Fantôme. » Le cœur de Stevens se brisa un peu. L'enfant mourait d'hypothermie et elle s'inquiétait pour la louve. « Nous ne lui ferons pas de mal, répondit-il. Je promets. Nous allons vous aider toutes les deux. »« Sarah, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Amy continua. J'ai besoin que tu dises à Fantôme que ça va. Dis-lui que nous sommes amis. » La main de Sarah bougea légèrement, touchant la fourrure de Fantôme. La louve baissa les yeux vers elle. Leurs yeux se rencontrèrent. « Ça va, respira Sarah. Tu m'as sauvé. Maintenant, laisse-le m'aider. » Fantôme comprit quelque chose à ce moment-là. Pas les mots peut-être, mais le ton, le relâchement. L'enfant lui donnait la permission de reculer, de laisser ces nouveaux humains prendre le relais, de mettre fin à sa vigile. Lentement, Fantôme se leva. Elle regarda Stevens, puis les agents armés derrière lui. Elle regarda Sarah une dernière fois, puis elle se retourna et s'enfonça plus profondément dans la grotte, appelant ses louveteaux d'un son doux. Ils la suivirent à contre-cœur, regardant en arrière cet étrange enfant qui avait partagé leur... Stevens et Amy agirent rapidement. Amy atteignit Sarah la première, vérifiant déjà les signes vitaux, l'enveloppant dans des couvertures thermiques. La température corporelle est critique. Nous devons la réchauffer maintenant. Possible engelure aux extrémités. Elle est vivante, mais nous devons bouger. Ils soulevèrent Sarah avec précaution sur une civière. Alors qu'ils la transportaient devant l'entrée de la grotte, elle tourna la tête, regardant dans l'obscurité. « Merci, murmura-t-elle. » Du fond de la grotte, un son doux. Pas tout à fait un hurlement, pas tout à fait un gémissement, une reconnaissance, un adieu. Au poste de garde forestier, Hayes examinait la vidéo de Rebecca pour la 3e fois. Le premier visionnage avait suffi à autoriser le sauvetage. Le 2e visionnage avait révélé autre chose, quelque chose qui lui glaça le sang. À la marque des 2 minutes, juste avant que l'angle de la caméra ne change, il y avait 18 secondes d'audio. Marcus parlant à son fils James pendant qu'ils attendaient que Sarah soit emmenée. Hayes avait amélioré l'audio, l'avait nettoyé, l'avait rendu cristallin. La voix de Marcus. « C'est ainsi que nous traitons les menaces, mon fils, tout comme j'ai traité ton beau-frère, Daniel. » Puis la voix de James. « Mais père, vous avez dit que c'était un accident. » Marcus. « Les accidents peuvent être arrangés, tout comme la maladie d'Emma Miller, tout comme la crise cardiaque de l'ancien chef. Rappelle-toi ceci, mon garçon. Le pouvoir exige des sacrifices.
Hayes avait immédiatement demandé une équipe médico-légale complète. Au moment où Sarah était évacuée, des agents étaient déjà au campement pour sécuriser la cabane de Marcus, son bureau, ses effets personnels. Ils trouvèrent le registre, le même que Sarah avait découvert. 320 000 détournés sur 10 ans. Faux reçus. Dépenses fantômes, argent transféré sur des comptes offshore. Ils trouvèrent le journal, 7 noms, 6 barrés en rouge. Le nom de Sarah était le 7e, toujours non barré. À côté de chaque nom barré, une date et un seul mot, terminé. Emma Miller, terminé. Daniel Whitmore, terminé. Robert Hayes, l'ancien chef du campement, terminé. 3 autres personnes qui avaient posé trop de questions, vu trop de choses, menacé le contrôle de Marcus. Toutes terminées. Ils trouvèrent d'autres choses aussi. Dans le vide sanitaire sous la cabane de Marcus, enveloppé dans du plastique. Des effets personnels des défunts. Bijoux, montres, permis de conduire, trophées, preuves de meurtre gardées comme des souvenirs. Hayes passa l'appel elle-même. Accusations supplémentaires. 5 chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre, détournement de fonds, fraude, mise en danger d'enfants, enlèvement, exploitation d'une organisation religieuse non enregistrée, crimes financiers. La liste s'allongea à mesure que la journée avançait. À 8h30, Marcus Thorne était assis à l'arrière d'un véhicule fédéral, menotté, silencieux. Son empire s'était effondré en 2 heures. 20 ans de contrôle anéanti. Tout cela à cause d'un enfant qui avait vu son registre, d'une louve qui s'était souvenue de la miséricorde et d'une fille qui avait finalement trouvé le courage. Alors qu'on l'emmenait, Marcus regarda une dernière fois le campement. Des gens sortant de leur cabane, confus, effrayés, libres. Cette personne qui avait vécu sous sa coupe pendant des années, clignant maintenant des yeux à la lumière du jour comme des prisonniers libérés d'une grotte. Ethan se tenait devant le groupe. Quand le véhicule passa, il ne détourna pas le regard. Ne montra ni peur ni regret. Il se contenta de regarder, s'assurant que Marcus le voyait, s'assurant que Marcus savait que quelqu'un avait finalement dit non. Et cela avait suffi. Le véhicule disparut sur la route de montagne. Derrière lui, le campement commença le lent processus de démantèlement. Le FBI resterait pendant des jours, documentant tout, interrogeant tout le monde, démêlant 20 ans de mensonges. Mais pour l'instant, alors que le soleil se levait pleinement sur la Brooks Range, une vérité était claire. Le jour du jugement de Marcus Thorne était enfin arrivé. Et contrairement à la nuit de Sarah dans la grotte, il n'y aurait ni miséricorde, ni seconde chance, ni loup pour le sauver de ce qu'il avait mérité, seulement la justice. Froide, certaine et absolue. 6 mois plus tard, Sarah se tenait devant un miroir de salle de bain à Anchorage, se reconnaissant à peine, l'enfant aux yeux creux et terrifiés avait disparu. À sa place se tenait une fille avec des couleurs aux joues, des mains stables et quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Linda Thompson frappa doucement à la porte. « Prête, ma douce. Nous devrions partir bientôt si nous voulons arriver avant le soir. » Sarah hocha la tête en filant sa veste. C'était le jour J. 6 mois de convalescence, de thérapie, de cauchemars et de lente guérison avaient mené à ce moment. Aujourd'hui, elle retournerait à la vie sauvage, non pas à la grotte. Elle ne voulait plus jamais revoir cet endroit, mais à la réserve faunique de Denali, où Michael Stevens lui avait dit qu'une certaine meute de loups vivait maintenant sous observation. La maison des Thompson était devenue le sanctuaire de Sarah. Le garde forestier Thompson et sa femme Linda avaient la cinquantaine, des gens gentils qui avaient perdu leur propre fille 20 ans auparavant à cause d'une leucémie. Ils n'avaient jamais prévu d'accueillir ou d'adopter à nouveau. Le chagrin avait été trop intense, mais quand ils rencontrèrent Sarah à l'hôpital, enveloppée dans des couvertures thermiques et à peine vivante, quelque chose changea. « Nous pouvons lui offrir un foyer », avait dit Linda à l'assistante sociale, « si elle veut de nous. » Sarah les avait regardés avec ses yeux énormes, toujours effrayés,
toujours brisé, mais désireux d'espérer. Puis-je vous appeler grand-mère et grand-père? Avait-elle demandé doucement. Je ne veux pas oublier ma vraie maman, mais j'ai besoin de quelqu'un. Linda avait pleuré. Tu peux nous appeler comme tu veux, et tu n'oublieras jamais ta mère. Nous nous en assurerons. Le premier mois avait été le plus difficile. Sarah se réveillait en hurlant 3, parfois 4 fois par nuit. Les cauchemars étaient vifs, implacables. Le visage de Marcus, l'obscurité de la grotte, le froid, la certitude de la mort. L'Adré Emily Carter, sa thérapeute spécialisée dans les traumatismes, avait prévenu les Thompson que le chemin serait long. Le stress post-traumatique de ce genre de terreur et de trahison prolongée ne guérit pas rapidement, expliqua Carter. Sarah faisait confiance à sa communauté et ils ont choisi Marcus plutôt qu'elle. Cette trahison est profonde. Nous y travaillerons, mais cela prend du temps. Lentement. Semaine après semaine, Sarah s'améliora. Les cauchemars diminuèrent à 2 fois par semaine, puis 1 fois. Son appétit revint. Elle commença à parler davantage, à rire occasionnellement. Linda l'inscrivit à l'école, une école normale avec d'autres enfants. Les enfants avec des cours de sciences et des projets artistiques et la normalité. La matière préférée de Sarah était la biologie, particulièrement tout ce qui concernait le comportement animal. Lorsque la maîtresse lui demanda ce qu'elle voulait faire plus tard, Sarah n'hésita pas. « Je veux protéger les loups. Quelqu'un m'a protégé une fois. Maintenant, c'est mon tour. » Les dommages physiques avaient guéri relativement vite. Les engelures aux orteils et aux doigts étaient graves, mais pas permanentes. Elle avait perdu 2 ongles d'orteil et avait quelques cicatrices, mais les médecins avaient dit qu'elle se rétablirait complètement. Les cicatrices psychologiques prendraient plus de temps. Elle avait insisté sur une chose. Son nom légal complet serait Sarah Emma Miller Thompson. Emma pour sa mère, Miller pour sa famille de naissance, Thompson pour sa nouvelle famille. Toutes les personnes qui l'avaient aimée portaient dans son nom. Rebecca était venue 3 fois depuis le sauvetage. Elle et Tommy avaient déménagé à Portland, recommençant une nouvelle vie dans un endroit où personne ne connaissait leur histoire. Rebecca travaillait pour une organisation à but non lucratif qui aidait les survivants d'abus religieux, utilisant ses compétences en comptabilité et son histoire pour aider les autres à échapper à des situations comme la sienne. La première visite avait été gênante. Sarah n'avait pas su quoi dire à cette femme, qui était la fille de Marcus, mais qui lui avait aussi sauvé la vie. Elle s'était assise dans le salon des Thompson, le silence s'étirant entre elles. Finalement, Rebecca avait parlé. « Ta mère m'a sauvé quand j'avais 15 ans. Elle a tout risqué pour m'aider à m'échapper. Je n'ai jamais pu la remercier, jamais pu lui dire ce que son courage signifiait. Sa voix se brisa. Je suis tellement désolé d'avoir attendu si longtemps pour être courageuse pour toi. Je suis désolé de ne pas l'avoir arrêtée plus tôt. » Sarah y avait réfléchi un long moment. Vous l'avez arrêtée finalement. Vous avez couru 15 km dans le noir pour me sauver. Maman dirait que ça compte. Elles avaient pleuré ensemble alors. 2 survivantes liées par le souvenir d'Emma et leur propre traumatisme, commençant le lent processus de pardon. Tommy, maintenant âgé de 7 ans, était devenu comme un jeune frère. Il ne se souvenait pas beaucoup du campement, ce que Rebecca considérait comme une bénédiction. Il savait que son grand-père avait été un homme mauvais, que sa mère avait été très courageuse et que Sarah faisait maintenant partie de leur famille d'une manière compliquée. Le campement lui-même avait été démantelé. Les 47 anciens membres s'étaient dispersés. Certains retournèrent auprès de familles qu'ils avaient quittées des années auparavant. Certains déménagèrent à Anchorage ou Fairbanks, essayant de reconstruire des vies dans le monde moderne qu'ils avaient abandonné. Quelques-uns des membres âgés, trop endommagés par des années d'isolement et de contrôle, furent placés dans des établissements de soins assistés. Ethan avait témoigné au procès de Marcus. Son témoignage, combiné à la vidéo de Rebecca, aux preuves médico-légales et aux déclarations d'autres membres, avait été dévastateur.
Marcus fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. 5 meurtres, une tentative de meurtre, une douzaine d'autres chefs d'accusation, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À 60 ans, il mourait derrière les barreaux. James, le fils de Marcus, avait été placé dans une famille d'accueil à Fairbanks. Loin de l'influence de son père, loin du campement, il eut une chance de désapprendre le poison qu'on lui avait enseigné. Ce serait un long chemin pour lui aussi. Maintenant, 6 mois plus tard, Sarah était assise dans le camion, alors que Thompson les conduisait vers le nord en direction de Denali, Linda à ses côtés sur le siège passager. Sarah à l'arrière, observant le paysage familier défiler, la Brooks Range au loin, les forêts infinies, les montagnes qui avaient été sa prison, et étrangement son salut. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Linda doucement. « Si tu n'es pas prête, je suis prête, » interrompit Sarah. « J'ai besoin de la voir, besoin de savoir qu'elle va bien. » Stevens les rencontra au quartier général de la réserve. Ils suivaient la meute de fantômes depuis le sauvetage, s'assurant qu'elles étaient en bonne santé, non dérangées. La meute s'était installée dans une section de 50 000 acres de la réserve, loin des routes et du contact humain. « Elle va bien, » leur dit Stevens alors qu'ils s'enfonçaient dans la réserve. « Les louveteaux sont presque adultes maintenant. » La meute prospère. Nous avons été prudents de ne pas interférer. Juste observer à distance. Ils s'arrêtèrent à un point d'observation, une petite plateforme en bois surplombant une vallée. Le soleil se couchait, peignant tout en or et ambre. Stevens tendit à Sarah une paire de jumelles. « Crête sud-ouest, » dit-il, pointant du doigt à environ 100 mètres. « Elle est généralement là à cette heure. » Sarah leva les jumelles, balayant la crête. Au début, rien, puis un mouvement, une forme émergeant de la lisière des arbres, une fourrure blanc argentée captant la dernière lumière, une boiterie distinctive favorisant l'épaule gauche. Fantôme. Le souffle de Sarah se coupa. La louve se tenait sur la crête, magnifique et sauvage, complètement à l'aise dans cette vaste nature. Les 4 louveteaux, plus vraiment des louveteaux, mais des loups adolescents, émergèrent derrière elle. Ils jouaient, se chamaillant, insouciants. Fantôme ne jouait pas. Elle se tenait en sentinelle, veillant sur eux de la même manière qu'elle avait veillé sur Sarah 6 mois plus tôt, comme si elle sentait quelque chose. Fantôme se retourna, regarda directement vers la plateforme d'observation. À cette distance, elle ne pouvait pas voir clairement Sarah, ne pouvait pas la sentir ni l'entendre, mais quelque chose la fit s'arrêter, la fit fixer leur direction pendant un long moment impossible. Sarah abaissa les jumelles, leva une main dans un lent salut. « Merci, » murmura-t-elle, sachant que la louve ne pouvait pas entendre, mais ayant besoin de le dire quand même. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Fantôme resta immobile quelques secondes de plus. Puis lentement, délibérément, elle inclina la tête sur le côté, le même geste qu'elle avait fait dans la grotte, reconnaissant Sarah cette nuit-là, une reconnaissance, un souvenir. Puis elle se retourna et rentra dans la forêt, sa meute la suivant. En quelques instants, elles disparurent. Englouties par les arbres et les ombres et les lieux sauvages où elles appartenaient. Sarah resta là longtemps, des larmes coulant sur son visage. Pas des larmes de tristesse, quelque chose d'autre. De la gratitude, de l'émerveillement. La étrange et belle connaissance qu'elle avait été sauvée par une créature que la plupart des gens craignaient. Que la miséricorde existait dans les endroits les plus inattendus, qu'elle avait survécu à quelque chose qui aurait dû la tuer. Et maintenant, elle devait trouver comment vivre avec ce cadeau. « Ça va? » demanda Thompson doucement. « Oui, » dit Sarah, et elle le pensait. « Je voulais juste la revoir une dernière fois. Je voulais m'assurer qu'elle était heureuse. Elle a l'air plutôt heureuse, à mon avis. Bien. » Alors que Sarah s'essuyait les yeux, elle sourit. « C'est bien. » Ils rentrèrent alors que l'obscurité tombait. Sarah pressa son visage contre la fenêtre, observant la nature sauvage défiler. Quelque part là-bas, Fantôme chassait avec sa meute, vivant la vie que les loups étaient censés vivre. Sauvage, libre, indompté,
et quelque part à Anchorage. Sarah avait un lit chaud qui l'attendait, une famille qui l'aimait, une thérapeute qui la comprenait, un avenir qui semblait impossible 6 mois auparavant. Elle avait tant perdu. Sa mère, son enfance, son innocence, la capacité de faire confiance facilement, mais elle avait aussi gagné quelque chose. La connaissance que la gentillesse comptait, que le courage pouvait exister dans une course de 15 km dans l'obscurité, que les animaux pouvaient montrer plus d'humanité que les humains, que la survie elle-même était une sorte de victoire. Grande-maman, dit-elle alors qu'ils atteignaient l'autoroute. Oui, ma chérie. Pouvons-nous revenir la voir? Linda se tourna sur son siège, sourit. Aussi souvent que tu veux. Sarah hocha la tête, se cala dans son siège. Par la vitre arrière, elle pouvait voir les montagnes s'éloigner, pouvait voir les étoiles émerger, brillantes et froides et infinies. Les mêmes étoiles qui avaient veillé sur elle cette nuit terrible. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins d'une louve choisissant la miséricorde plutôt que l'instinct. Elle porterait cette nuit avec elle pour toujours. Le traumatisme, oui, mais aussi le miracle, l'impossible. La belle vérité que parfois, quand tout semblait plus sombre, l'aide venait des endroits où l'on s'y attendait le moins. D'une femme qui a couru dans la neige pour sauver une vie, d'une louve qui s'est souvenue de la gentillesse et a choisi de la rendre, d'étrangers qui sont devenus une famille, d'elle-même qui a survécu, qui a enduré, qui a réussi à s'en sortir. Sarah ferma les yeux et se laissa reposer. Derrière ses paupières, elle vit des yeux dorés dans l'obscurité, sentit une fourrure chaude contre une peau gelée, entendit un grognement protecteur bas qui disait « Pas tant que je vis, pas cet enfant, pas cette nuit. » Et pour la première fois en 6 mois, Sarah s'endormit sans cauchemar. Vous savez, j'ai vécu assez longtemps pour comprendre quelque chose d'important. La famille n'est pas toujours les gens avec qui vous êtes nés. Parfois, ce sont ceux qui vous choisissent quand tout le monde s'en va. Emma a choisi de sauver Rebecca. Fantôme a choisi de protéger Sarah. Rebecca a choisi le courage plutôt que la peur. Les Thompson ont choisi l'amour plutôt que le chagrin. Chacun d'eux aurait pu détourner le regard, rester en sécurité, s'occuper de ses propres affaires. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est ce que fait une vraie famille. Nous y sommes tous passés, n'est-ce pas? C'est ces moments où nous devions choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste, entre le silence et le fait de parler, entre notre propre confort et la survie de quelqu'un d'autre. Sarah avait 10 ans, jetée comme un déchet par des gens qui prétendaient suivre Dieu. Mais un animal sauvage a vu sa valeur quand 45 humains ne l'ont pas pu. Cela fait réfléchir à qui sont les vraies bêtes dans ce monde. La plus belle partie, Sarah n'a pas laissé l'amertume l'emporter. Elle a transformé son traumatisme en but, sa douleur en protection pour les autres. C'est le genre de force qui vient en survivant à l'insurvivable. C'est la grâce. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà été sauvé par un acte de gentillesse inattendu? Ou peut-être avez-vous été celui qui est apparu quand quelqu'un avait le plus besoin de miséricorde? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de nous rappeler les uns aux autres que la bonté existe toujours, que le courage compte toujours, qu'il n'est jamais trop tard pour être le fantôme de quelqu'un, la Rebecca de quelqu'un, la lumière de quelqu'un dans l'obscurité.